Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver ce lundi 12 octobre où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Malgré la présence de Lucas Serdic, Maxime Brossard nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier bien évidemment la question du jour, le débat avec la crise du football français avec Mediapro. Enfin, nous recevrons Rodolphe Boucher, entraîneur de gymnastique. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Timothée Auvert, bonsoir Timothée. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et bonsoir. Je suis fier de vous, pourquoi ? Et pareil, on va toujours tout dire aux auditeurs. Vous étiez à l'heure, mais très tôt, vers 6h, tout le monde était là. Très largement. Mais ça bossait. Mais ça bossait. Ça bossait. C'est ça aussi. Hein. On adapte notre emploi du temps. Bien sûr. Hein, on met tout en fonction de Sportez-vous bien. Et oui, c'est ça. Voilà. C'est la base. On mise tout. Et pourtant, ça nous rapporte c'est vrai que niveau investissement. que quick. Si, vous me voyez, je peux vous faire c'est des la blagues. plus belle des récompenses. Voilà. On a droit à des blagues de Bigard. Ouais. Elles sont bonnes mes blagues impeccable. ou pas, Maxime Brossard ? Elles sont magnifiques. Ouais. On se régale. Hein. On C'est dirait d'une finesse. On peut pas dire à l'antenne, hein, parce que. Ah non, là on serait censuré. Là. On va avoir des problèmes. Ah oui. Le week-end s'est bien passé, messieurs. Il y a eu quand même, on va en parler là, durant l'heure qui arrive, que il y a eu quelque chose de formidable durant le week-end. Il y a Hamilton qui a égalé Schumacher, il y a Nadal qui a égalé Federer. C'est quand même un bon petit week-end de sport. Oui, non, c'est clair, il s'est passé plein de choses historiquement fortes pour le sport et moins historiquement fortes pour Toulouse et le Covid. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ça, voilà. Beaucoup de matchs annulés, dont le match du TBC qu'on devait parier au dernier la semaine moment. dernière. Donc tout le monde a pris un point, on en reparlera dans le Zoom de la semaine. Je vois que vous êtes prêts, messieurs, mais avant le Zoom de la semaine, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception. Mais il n'y a que des coups de cœur aujourd'hui. 3 chroniqueurs, 3 coups de cœur. On salue Marek, on salue Kevin le stagiaire qui n'est pas là. On salue Mehdi qui, on espère, reviendra très très vite. Lucas Serdic, je vais me tourner vers vous parce que c'est l'une des très grosses actualités. Oui. Raphaël Nadal. Nadal est éternel. Il l'était déjà, mais il l'est encore peut-être plus depuis hier après-midi. Il n'en finit plus de conquérir mon cœur, je dois le dire, parce que je suis quand même un fan de Federer de la première heure, mais bon, Rafa, c'est trop de respect, quoi. C'est hallucinant ce qu'il arrive à faire. Il a dit lui-même qu'il s'était jamais peut-être senti aussi fébrile en arrivant à Roland-Garros et les conditions étaient sans doute les pires pour lui, la préparation la plus faible de ces 15 dernières années sans doute pour lui aussi. Un Djoko qui semblait très fort, un Dominic Thiem aussi dans une forme éblouissante. Qui avait gagné l'US Open juste avant. Et qui était quand même double finaliste à Roland-Garros, donc on pouvait le craindre. Il avait perdu contre un Schwartzmann qui était très en forme aussi, donc il pouvait le craindre. Et pourtant, il fait un tournoi parfait, il perd pas un set, il fait une finale. Mais hallucinante, quoi, parce que j'ai lu beaucoup par-ci par-là que la finale n'avait aucun intérêt, que Djoko avait été mauvais, que c'était une finale pas intéressante à suivre. Non, mais pardon, mais si on n'y connaît rien au tennis, on pense ça, je ne sais pas. On a vu un niveau de jeu hallucinant, on a vu un 6-0 qui a duré quasiment 50 minutes. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. D'habitude, le 6-0, quand Nadal, Djokovic, Federer mettent des 6-0 dans les premiers tours, ça dure 20 minutes. Là, un 6-0 en 50 minutes, c'est extrêmement trompeur. C'était un 6-0 où chaque point était difficile à jouer, mais où Nadal a donné absolument rien. Et faire un set en finale face à Djokovic sans rien donner, c'est tout bonnement hallucinant à ce niveau-là de la compétition, à cet âge-là. Voilà, alors le record après c'est la cerise sur le gâteau pour moi, effectivement. 13 Roland-Garros, c'est hallucinant, c'est presque plus rien dire tellement c'est gros. 20 tournois du Grand Chelem, le face-à-face avec Federer qui continue, et Djoko qui est à 17 titres, donc à 3 titres derrière, donc lui derrière il arrive aussi à se frayer un chemin.
Je sais pas. Je C'est vais- fou la période qu'on vit tennistiquement chez les hommes, c'est hallucinant. C'est dingue. Maxime Brossin. Ouais, justement, par rapport à cette période folle, moi j'avais une question pour vous, c'était de savoir, une fois que les 3 auront arrêté, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un énorme creux en termes Possible. d'audience et de médiatisation pour le tennis? Possible. C'est après, comme pour le foot avec Ronaldo Messi, souvent on possible, c'est compare. possible. Bon, après, il y a des jeunes qui sont déjà là et bien là, avec du bon caractère et qui se font déjà tirer vers le haut par ces trois-là, hein, Dominic Thiem, Tsitsipas, Zverev, pour ne citer que, Medvedev. Il y a une belle génération et ils ont l'air très déterminés. Il y a pas, peut-être que oui, ils arriveront à faire du gros, mais aussi longtemps, aussi fort, aussi déterminé. Ouais. Je sais pas si on vivra ça. Hein. C'est pas dit. Hein. Juste avant, pendant le sommaire, je vous parlais d'Hamilton. Je vais créer un mini débat vite fait en 2-3 minutes. On aura peut-être le temps dans l'année d'en parler, surtout quand Hamilton va dépasser Schumacher, parce que c'est ce qui devrait arriver. Schumacher est une légende de la Formule 1. Hamilton est à 6 titres mondiaux, Schumacher à 7. Il devrait être égalité à la fin de l'année civile. 91 Grands Prix chacun, pareil. Hamilton devrait dépasser Schumacher. Là, on est à 20 titres du Grand Chelem pour Rafael Nadal, 20 titres du Grand Chelem pour Federer, où Federer et Schumacher, on peut comparer comme des énormes légendes de leur sport. Mais on considère toujours presque Hamilton et Nadal en dessous de ces champions, alors qu'ils vont peut-être les dépasser, Ouais. sûr pour Hamilton et peut-être pour Nadal. Sur quel pied danser par rapport à ça? Est-ce que Nadal est meilleur que Federer? Est-ce que Hamilton est meilleur que Schumacher, Timothée Rouvière? Moi, je pense que c'est compliqué de comparer. Parce que Schumacher, c'était une autre époque, c'était avec d'autres voitures, c'était avec d'autres moyens. Hamilton, là, il y a une. Mais c'est plus dur aujourd'hui, parce que c'est Alors, beaucoup plus professionnel. C'est plus dur, mais Tout le je monde est dirais plus pas forcément professionnel. que c'est plus dur parce qu'il y a d'autres moyens. Vous mettez Schumacher sur une voiture actuelle, est-ce qu'il serait aussi performant? Vous mettez Hamilton sur la voiture de Schumacher, est-ce qu'il serait performant aussi? Je pense que c'est au niveau de la trace et au niveau du capital sympathique et laissé au niveau du public. C'est vrai qu'Hamilton, il peut avoir un côté un petit peu détestable. C'est pour Il ça est qu'il clivant, Hamilton. Voilà, il est un petit peu clivant, il divise, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Schumacher avait un petit peu cette capacité d'adhérer le public avec lui, et Federer a aussi ce capital sympathie. Alors je dis pas que Nadal. Mais parce que c'était le premier, Schumacher, excusez-moi de vous Voilà. couper, C'est ça aussi, c'était le premier. C'est ce que j'allais Et dire. Federer est le Il y a un premier côté- aussi à avoir il y a 20. il y a un côté à jamais les premiers, et il y a un côté aussi, on est fan de celui dont on est témoin, quoi. C'est-à-dire, si on a vu Schumacher performer et qu'on a découvert la Formule 1 comme ça, Schumacher aura c'est toujours sûr. une place à part. Et si on a découvert le tennis avec Federer, Federer aura toujours une place à part, comme d'autres générations peuvent dire. Pour moi, il y aura personne d'autre que, je sais pas moi, Lendl ou McEnroe ou Björn Borg pour le tennis, ou d'autres pour la Formule 1. Mais il y a une histoire voilà, on est contemporain de quelque chose. Moi, dans 30 ans, s'il y a un mec qui fait mieux que Federer et Nadal, je dirais ouais, mais Federer et Nadal, c'était mieux. Je sais pas, c'est juste Oui. que je l'ai vécu comme ça, et c'était autre chose, quoi. Sportivement parlant, pour rester un petit peu sur la Formule 1, parce que c'est vrai et après on parlera encore du tennis où on peut vraiment comparer, parce qu'on dit on peut pas comparer Hamilton et Et Schumacher, et Schumacher, mais on peut Oui. comparer Nadal et Federer où Oui. ils sont sur la même époque. Mm. Pour revenir sur eux, c'est que quand Schumacher arrête sa carrière avec ses 7 titres mondiaux, ses 91 victoires au Grand Prix, ce qui est énorme, Hamilton a battu le record aussi de pole position, Oui. enfin voilà, il a quasiment tout battu d'Hamilton, de Schumacher. On disait mais Schumacher, sur ce qu'il a fait, c'est inégalable. Et là, on est en train presque, je dis je parle pas de vous, mais globalement de minimiser, et ça rejoint un petit peu ce que disait Lucas, mais de minimiser la performance d'Hamilton, alors qu'il y a 10 ans, on disait mais c'est inatteignable ce qu'a fait Schumacher. Schumacher, il avait peut-être Lucas un Serdic. petit peu plus d'adversité aussi. Hein. Oui, c'est ça. On parle d'une époque où moi je me souviens Peut-être. d'avoir découvert la Formule 1 avec ses duels en 97 face à Villeneuve, ses duels 2 années de suite face à Mika Hakkinen. D'ailleurs, il perd le championnat 2 années de suite contre lui. Et puis après, il y avait les McLaren à l'époque qui marchaient fort. Il a gagné aussi un titre où il a été blessé quasiment la moitié de la saison ou un truc comme ça. Enfin bon, il y a toujours aussi il y a des émotions un peu plus. Hamilton, c'est quand même une domination un peu trop. Pourtant, Hamilton, il y a eu le triplé de Vettel avec Red Bull. Oui. Il y a eu pas Nico Valtteri Rosberg. Bottas, Nico Rosberg Nico sur Rosberg. Mercedes qui lui a C'est piqué ça. le titre en 2017 Il de n'y avait pas mémoire. match avec Vettel. Hein. Il y avait pas été Non, Hamilton, c'était, il était loin, c'était il était avant. 4ème, Ouais, 5ème, ouais. il n'y avait pas match. Hein. Mm. Vettel, pareil, il surclassait le truc. hein. Mais pour rejoindre sur ce que dit Lucas, je suis d'accord, c'est vrai qu'Hamilton, on a l'impression que sa voiture elle est ultra performante et il bénéficie des consignes d'équipe qui lui sont favorables à chaque fois. Même quand Bottas est devant, et Bottas a une casse mécanique, ou sinon chez Mercedes ils décident que c'est Hamilton qui va gagner, alors qu'au temps de Schumacher il y avait beaucoup plus d'adversité, et c'est ce qui rend la performance beaucoup plus glorifiante Mm. par rapport à ce qu'a fait Schumacher quand on compare avec Hamilton, mais ça n'enlève rien au
talent d'Hamilton et ce qu'il Bottas, réalise actuellement. Bottas, il est là parce qu'il ne fait pas prendre de risques à Hamilton. C'est ça juste aussi. ça. Donc, tout Ouais, alors est dans réuni. d'autres écuries, par exemple Ferrari ou Vettel Vous mettez et Leclerc se Verstappen, mettent. Après, c'est normal des que assurances. Mercedes fasse ça. Hamilton, Oui. il est indiscutable et ils veulent le mettre dans les meilleures conditions. Il y a eu une époque à Ferrari où Barrichello était là uniquement parce qu'il C'est vrai. faisait pas de mal et C'est pas vrai, d'ombre à Barrichello. Schumacher. Hein. T'avais des bons pilotes. Quoi. On a compris que pour la Formule 1, il y a gros débat voilà, par rapport aux époques. Vous me voyez venir. La même époque sur les trois, Djokovic, à ne surtout pas négliger Djokovic qui prend 17 titres du Grand Chelem dans une époque de Federer il est plus jeune dans une époque de Federer et Nadal. Mais là, on les compare les deux. On dit que Federer, pareil, c'est le premier à avoir 20. Il a gagné il a gagné partout plusieurs fois. Alors que c'est vrai que Nadal, hormis les 13, qui est une performance absolument titanesque, mais c'est 4 à l'US Open, c'est 1 à l'Open d'Australie et c'est seulement 2, je dis seulement entre guillemets, bien sûr, à Wimbledon. Alors que par exemple, Federer, c'est à part 1 à Roland Garros parce qu'il n'y a pas la place pour autre chose. Il y a Wimbledon 8, il y a 6 à l'Open d'Australie et il y a eu 5 à l'US Open. C'est beaucoup mieux réparti, on va dire, pour Federer. Est-ce que c'est ça qui fait sa légende aussi ? Moi, je pense pas forcément. C'est comme on l'a dit avec Lucas tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert le tennis avec Federer. Et quand vous avez un Nadal et un Djoko qui s'additionnent, mais que la légende Federer est toujours là, dans l'esprit des gens, les gens vont penser à Federer, à ce qu'il a fait auparavant. Et même si c'est exceptionnel en termes de titres, en termes de démonstration, on l'a vu avec Nadal hier, ce que peut faire Nadal ou ce que peut faire Djoko, on n'oublie pas ce qu'a fait Federer. Et tant qu'il sera là, il sera malheureusement pour eux un petit peu dans l'ombre. Ouais. Voilà, les Novak Djokovic et Rafael Nadal seront dans l'ombre de Roger Federer. Parce que Nadal il est risque de arrivé dépasser aussi Federer. un tout petit peu avant et il faut pas oublier que pendant 2-3 saisons on se demandait juste si Federer allait gagner 3 ou 4 titres du Grand Chelem. C'est-à-dire que c'était acquis que l'Australie Courant il a gagné, que 2009, Wimbledon voilà, il a c'est ça. gagné et qu'il y avait que Roland Garros qui lui résistait parce que Nadal Nadal. arrivait. Et puis aussi on peut pas enlever dans la tête des gens que Nadal et Djokovic aujourd'hui ne seraient pas Nadal et Djokovic peut-être s'il n'y avait pas eu Federer. S'il n'y avait pas eu cette adversité hallucinante. Alors que Federer, pour vous, aurait été Federer, Federer. il avait montré avant qu'ils arrivent. Oui. Federer, il était déjà au-dessus, largement au-dessus de tous les autres. Il les écrasait sans avoir besoin d'une surmotivation. Après, est-ce qu'il serait allé aussi loin aussi dans sa carrière si Nadal et Djokovic n'étaient pas arrivés ? Est-ce qu'il serait encore sur le circuit à 38-39 ans ? Est-ce qu'il trouverait la force de se motiver ? Je ne sais pas. Ces trois-là se sont vraiment poussés, de toute façon, c'est sûr. Maxime Brossard, même si vous ne suivez pas la Formule 1, pas le tennis, ou de très loin, c'est quand même une adversité. Je vais vous parler on en rêve, de basket. En ce moment, il y a les Lakers qui ont gagné avec LeBron James et tout le monde pose la même question. Est-ce qu'il est meilleur que Michael Jordan. Et donc, ils viennent gagner le 17e titre de l'histoire de la franchise. Avec trois franchises différentes. Voilà, ça aussi, c'est historique. Ils ont égalé Boston. Il a fait 3 fois MVP. C'est ça, 3 fois MVP finale et 4 titres donc avec dans 3 franchises différentes. C'est monstrueux. En plus, il fait un triple-double en finale, je crois. Donc, c'est à 36 ans. À 36 ans, il est hallucinant. Donc voilà, c'est ça surtout. C'est toujours pareil. Et c'est vrai que moi, personnellement, comme j'ai des vagues souvenirs de Jordan, j'en ai quelques-uns. Je m'en souviens un peu, j'étais petit, mais je m'en souviens quand même. Mais j'ai plus des souvenirs de LeBron. C'est vrai que j'ai plus tendance à dire que LeBron m'impressionne plus, puisque physiquement, sur sa longévité, et puis aussi sur l'adversité qu'il a rencontrée, puisqu'il a quand même, surtout ce qui a été incroyable, moi j'ai trouvé, c'était quand il a gagné avec Cleveland, quoi, revenir dans sa ville, alors que c'était pas gagné, il est allé chercher un titre, il a réussi en plus à défier peut-être une des meilleures équipes de ces dernières années, qui était donc les Warriors, qu'on pensait indétrônables. Non, c'est pour ça, c'est ce qu'il fait, c'est très très fort. Ce qui lui manque juste, c'est une rivalité franchise contre franchise sur plusieurs saisons, comme a pu connaître les Bulls de Jordan à l'époque. Et s'il avait gagné 2-3 fois de suite contre une grosse équipe, s'il a gagné 3 fois de suite contre les Warriors, c'est ça. Là, oui. Là, ça aurait décollé. C'était fini. Là, c'est fini, c'est pour lui. Mais il a quand même ramassé pas mal de fois en finale aussi. Oui, ça, c'est sûr qu'il a connu les hauts et les bas. Mais bon. On pourra en parler. D'ailleurs, on pourra en faire un débat du courant de la fin d'année. Et là, ça, on pourra en parler pendant des heures sur l'adversité. Par exemple, moi, si on me demande mon avis, je rejoins plus Maxime, où je préfère par exemple un Nadal, un Hamilton et un LeBron James, où je me dis que le sport est de plus en plus professionnel, il y a de plus en plus de monde qui peuvent accéder au sport. Alors on parle de tennis qui est un sport extrêmement riche, on parle de la Formule 1 où voilà, pareil, c'est quand même extrêmement riche aussi, mais je me dis que c'est de plus en plus professionnel, donc être performant quand le niveau est plus professionnel dans toutes les disciplines, à tous les niveaux,
je me dis que ça forge le respect sans dire qu'Hamilton, sans dire que Schumacher, Federer et Michael Jordan n'ont strictement rien fait, attention. Mais voilà. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard, parce qu'il n'y a pas que le coup de cœur de Rafael Nadal avec Lucas Serdic. Il y a vous sur la MMA en France, premier événement. Rapidement, c'était pour vous parler des 2 premiers événements de MMA qui ont été organisés en France. Ça y est, alors ça fait 8 mois après la législation qui a autorisé la tenue de ces combats. Le premier combat s'est déroulé donc jeudi dernier, il y avait 600 personnes, c'était à Vitry-sur-Seine, ça a été un peu plus feutré, un peu plus dans l'anonymat, mais ça s'est plutôt bien déroulé. Et puis en fait le samedi, là il y a eu vraiment la grosse machine, le gros événement à Bercy, le Bellator, qui est en fait une ligue comme l'UFC, en fait on va dire c'est la deuxième ligue, voilà, c'est la coupe, c'est la Ligue Europa la deuxième division. Ouais, voilà, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue Europa du MMA. Le Bellator 248 donc qui a quand même dû faire face à quelques problèmes, comme notamment la restriction du nombre de personnes. Il y a eu aussi le Covid, il y a 2 combats qui ont été annulés malheureusement. Et puis il y a eu aussi une petite déception avec la défaite du Français Cheick Kongo, qui était une des affiches phares, un des main events. Il s'est incliné face à Tim Johnson, mais heureusement l'honneur a été sauvé grâce à Yves Landu notamment, qui a mis un des KO de l'année, un flying knee comme on dit, donc un genou volant pour assommer son adversaire au premier round et porter un peu haut les couleurs du drapeau français, surtout que c'était à Paris pour la première fois. Donc voilà, ça fait du bien. Je pense que maintenant ça va se démocratiser, il va y en avoir de plus en plus et on espère que l'UFC un jour va débarquer en France. Ça, ce serait magnifique. C'est légal depuis pas longtemps, mais le niveau des Français dans le monde, on est dans le panier en haut. J'ai envie de vous dire, on est plutôt une nation moyenne en fait. Émergente. On est une nation émergente. Ouais, voilà, on a notamment je pense à Cyril Gane qui est un combattant qui est un combattant qui est en train de percer à l'UFC. En fait, on va dire le maître étalon, c'est ça, c'est un peu l'UFC. On a quand même beaucoup de très bons combattants comme les frères Lapidus, comme voilà, il y en a toujours eu des bons, mais qui avaient un rayonnement, on va dire, plutôt continental, plutôt européen. Et là, on commence à percer sur la scène mondiale et je pense que dans les années à venir, avec le fait que ce soit légalisé, la France pourrait même avoir une star du MMA, je pense. En exclusivité pour Sportez-vous bien, est-ce que la star sera vous ? Oula non, voilà, ça risque pas. J'ai pas le nez cassé déjà, donc il faudrait que je me fasse péter le nez déjà. non, moi je regarde les combats. Ça vous tente en vrai, enfin au niveau amateur, enfin au niveau. J'ai déjà fait de la boxe pour m'amuser comme ça pendant 6 mois avec des potes. Dans un club, là on s'était foutu sur la gueule un peu de temps en temps, 1 fois par semaine, mais de là à faire du MMA, non, j'ai trop de respect, mais justement c'est pour ça, moi j'ai trop de respect pour les sports de combat pour pouvoir essayer de monter sur un ring, c'est ça que je trouve fascinant, c'est le courage. On se fera un bras de fer tout à l'heure. Un bras de fer, ouais, c'est un bon truc de routier, ça me va, on n'aurait pas de faire trop mal. Les Français ne performent pas tout de suite sur le MMA, par contre ils performent sur le vélo, sur le cyclisme et sur le VTT. Le cyclisme, il y a Arnaud Desmar sur le Giro, je pense que vous allez en parler, il y a eu Alaphilippe il n'y a pas longtemps, et puis il y a le VTT, il y a les mondiaux en ce moment et la France performe beaucoup. C'est votre coup de cœur, Timothée Rouvière? Les mondiaux qui viennent de se terminer, c'était en Autriche. La Fédération française de cyclisme avait dit l'objectif, c'est 3 médailles, 4 médailles d'or pour l'équipe de France. C'est assez formidable. On retient bien évidemment la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, qui est multiple champion du monde, qui est la seule femme qui a gagné à la fois sur route, à la fois en cyclocross et à la fois en VTT. Donc Pauline Ferrand-Prévot, je rappelle, elle était il y a 9 mois, elle était encore sur un lit d'hôpital, opérée après une opération du dos, et là elle revient au meilleur des moments. On a aussi chez les hommes, après la retraite de Julien Absalon, on s'est dit ça va être un petit peu compliqué, mais on a le champion de France Jordan Sarrou qui a remporté la victoire et qui est devenu champion du monde. Chez les femmes aussi, la relève est là parce qu'il y a Loana Lecomte chez les espoirs qui a aussi gagné, et après la victoire en relais mixte, ce qui montre qu'on a une équipe de France qui est extrêmement performante et que ça c'est dans toutes les disciplines, donc ça fait extrêmement de bien et c'est vraiment positif parce que quand on regarde, on se dit qu'en BMX on a des Français qui sont très bons, qui sont champions du monde. En VTT, là on vient de voir avec 4 fois champion du monde. En cyclisme sur piste, c'est en train de revenir. En cyclisme sur route aussi. Donc c'est vraiment très très appréciable de voir les Français performer à ce niveau-là. Lucas Serdic, il y a toujours, je parle des Jeux Olympiques, en JO, lors des JO, on sait que la France va ramener des médailles en escrime, en cyclisme sur piste, en VTT, voilà, on performe toujours, même si ce ne sont pas des sports vraiment médiatisés, mais on est toujours là et on performe toujours. Oui, bien sûr. En plus, on sait que le cyclocross... Même la gym, on va en parler de la gym tout à l'heure. Le cyclocross, le VTT sont des passerelles formidables pour le cyclisme sur route. Et effectivement, on constate que sur route, on se porte très 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 bien. Alors, on parle de Julien Alaphilippe, effectivement. On parle de Desmar qui gagne sur le Tour d'Italie, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. On est, même sur les courses où ils n'y sont pas, on a quand même des gars. On a Cosnefroy qui fait quand même deuxième de la Flèche Wallonne et
relais de Paris-Tours là, ce week-end encore. On a Sénéchal qui fait 2e de Gand-Wevelgem, qui est quand même une grosse course. La Flèche Brabançon que Alaphilippe a gagné. Liège-Bastogne-Liège, il était là. Il y a du monde. On commence à avoir du monde partout, même sur le chrono, avec Cavagna, et ça faisait longtemps. C'est sympa plutôt, hein. On s'ennuie déjà qu'on s'ennuyait pas sur le cyclisme, même quand les Français étaient pas forcément bons. Alors maintenant qu'ils sont bons, laissez tomber quoi. Il manque toujours la même chose, c'est le fameux Tour de France. C'est le fameux Tour de France, mais vraiment la France est en train de devenir une nation forte du cyclisme, et il nous manquait juste un sprinter, et là on a Arnaud Démare qui a 27-28 ans, qui confirme 3 victoires sur le Giro. Alors bon, il n'y a pas non plus les plus gros sprinters du plateau sur le Giro, mais il y a quand même Gaviria, il y a quand même Sagan qui n'arrive pas à gagner. La FDJ a fait le choix de ne pas l'envoyer sur le Tour et principalement se concentrer sur Thibaut Pinot. On sait pas, on sait très bien ce qui s'est passé avec Thibaut Pinot. Il y a Viviani aussi sur le Giro et Arnaud Démare qui surdomine. Donc c'est top, pourvu que ça continue. Le drapeau bleu, blanc, rouge et le coq et la Marseillaise vont encore s'entendre pendant des années. On l'espère au mois de juillet prochain à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Merci messieurs, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Notre match, on a parié, a été annulé. C'était le TBC, Maxime Brossard. Bon choix, donc on imagine que Colomiers va être annulé il parlait pas de malheur. Ce week-end. Tout le monde a marqué un point, donc félicitations à Romain par exemple qui marque son premier point. Je crois que Lucas, grâce à ça, marque son 2e point. Donc, Marek aussi doit marquer son premier point. Donc voilà. Je ne me souviens pas avoir marqué le premier. Le premier c'était sur Sinner contre Bonzi. Ah mais j'avais dit 3-1. Et ben vous avez marqué un point parce que vous avez trouvé le bon côté. Et 2 points pour le 3-0, voilà, pour le score exact. Alléluia. Le Zoom de la semaine avec vous, Maxime Brossard, devant Lucas Serdic. Donc attention, c'est l'habitué qui va regarder le maître, on va regarder l'élève. Le padawan. Mes yeux vont briller, je vous le dis. Magnifique. On va parler de rugby, on va rester dans la région bien évidemment, on va partir en Pro D2 avec Colomiers. Et voilà, on va aller à Colomiers, de l'autre côté de la rocade. On va aller voir à l'ouest ce qui se passe un peu. Donc Colomiers qui est en pleine forme et qui reçoit donc Soyo Angoulême ce week-end, vendredi à 16, donc à 19h au stade Michel Bendichou. Alors avec les restrictions, je sais pas s'il y aura la possibilité des 1000 personnes. Je pense que ça va plus se diriger peut-être vers un huis clos. On verra bien. Mais en tout cas, il sera diffusé à la télévision. Colomiers qui est en forme olympique en ce moment. Ils sont repartis sur les mêmes bases que la saison dernière. Là, ils sont actuellement avec 3 victoires en 4 matchs, dont 2 à l'extérieur. Ils sont allés gagner à Provence Rugby vendredi dernier. C'est assez impressionnant. On pensait qu'ils étaient un peu dans le dur là quand j'avais vu le match contre Valence Roman, mais ils ont bien redressé la barre. C'est assez impressionnant. Et là, ils vont recevoir en plus une équipe qui est dans le dur, Soyo Angoulême. Donc c'est plus compliqué pour eux puisqu'ils sont à 3 défaites de rang. Et là, ils viennent de perdre en plus contre Rouen, qui est le dernier du championnat. Ils ont offert la première victoire en Normand, première victoire de la saison. Ils ont perdu 24-28 à la maison. Donc voilà, je ne vais pas influencer vos paris, mais Colomiers en plus, ils ont un match en moins. Ils ont un match en moins, exactement. Contre Rouen à la maison en plus. Donc voilà. Et donc Colomiers est 6e et Soyo est 14e. 6e avec un match en moins, c'est propre. L'année dernière, avant l'arrêt du championnat, des championnats de rugby, bien évidemment à cause du coronavirus, Colomiers était leader. Était très proche du top 14. Il y a eu des départs, il y a eu quand même des arrivées, il y a eu des mouvements. Il n'y a pas eu tant de départs que ça en fait. Il y a eu justement l'effectif a été gardé à peu près stable. Il y a eu un départ important, je pense notamment à Gaëtan Barlow, qui était le talonneur, qui est parti à Castres, si je dis pas de bêtises, qui était qui était titulaire, on va dire. Et puis ensuite après on va dire que l'effectif reste assez stable. Ils ont gardé Gori par exemple, l'international italien à la mêlée. Ils ont Bézian qui est un joueur emblématique. Ils ont gardé Beko qui a prolongé une année de plus, qui a 34 ou 35 ans maintenant, qui est le joueur emblématique. La première ligne n'a pas trop changé. Il y a eu quelques ajustements, voilà, mais rien de bien important. Et puis toujours aux manettes, Julien Sarraute et Fabien Bernot. Ils peuvent espérer quoi cette année? Parce qu'en jouant le maintien il y a 2 ans, en étant leader l'année dernière avant l'arrêt du championnat, Colomiers peut vraiment espérer la montée. Ils ont la montée, ils peuvent viser la montée puisqu'ils ont des automatismes, on le voit sur le terrain, ils ont mis un match en fait finalement à se retrouver. Je pense que l'ambiance au sein du groupe est excellente. Pour être allé plusieurs fois aux entraînements pour la dépêche, du coup j'ai pu voir que comme on dit entre guillemets, le groupe vit bien. Du coup ils ont tout, ils ont les cartes en main pour monter. Moi je pense que c'est pas impossible. Au Yona.
Ben là, tu as Biarritz qui est solide, Oyonnax, Perpignan. Biarritz a battu bouge pas. Carcassonne hier. Provence Rugby qui a fait un beau début de saison. Là, ils ont trébuché, mais bon, voilà, il y a quand même plusieurs prétendants à la montée. Là, cette année, ça s'annonce très très intéressant, la Pro D2. Ça va cartonner encore. Hein. Et ben on va voir si Colomiers va cartonner, pour reprendre votre expression Angoulême. On va passer au pronostic. Je vais commencer par vous, Lucas Serdic. Ok. Colomiers, Angoulême. 24-10. 24-10. Timothée. 16-11 pour Colomiers. Timothée, Lucas, j'imagine que c'était pour. J'ai dit dans le bon ordre. Voilà. Maxime. 27-16 pour Colomiers. 27-16. Coraline. Je pars sur une victoire écrasante de Colomiers, 30-6. Ah oui, d'accord. Moi, C'est plausible. Je vois un 34-10. Ça va être bien. Ouais, ça va être bien ça. Ça va être bien. Et ben on verra, on suivra les résultats. C'est vendredi. Vendredi soir à 19h. Mais bon, normalement ça devrait. L'automne est là, ça commence à devenir compliqué de marquer plein de points. Oui. C'est vrai. Et ben on verra ça. Je vais essayer de vous piéger maintenant. Place à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. La question du jour, les questions du jour. Je vous pose 2 petites questions, messieurs, aujourd'hui. C'est 2 qui sont. Voilà. La première, qui est Maurice Gastiger. Et c'est dans l'actualité, bien entendu. Maurice C'est un Gastiger. sportif de haut niveau ou est-ce que c'est plus un entraîneur? C'était un sportif de haut niveau. Sport individuel ou collectif? Collectif. C'était un joueur de foot? C'est un joueur de foot. Allez. Français? Gastiger. Français, bien évidemment. Ayant joué dans la région? Il a joué à Levallois entre 1913 et 1921. Sortez les Et baïonnettes. il a joué au Stade Rennais entre 1921 et 1928. Ça devrait vous donner un indice de pourquoi je vous à la grande demande ça. époque, là. Stade Rennais? Oui. 1900? Il a marqué 40 buts en 87 matchs avec le Stade Rennais. Il est décédé malheureusement le 22 Il va y avoir janvier un lien, 1966 à 69 Avec ans. Kamavinga, non? Quelque chose comme ça. non Ah, c'est le rugbyman qui commence à se C'est ça. rapprocher. Est-ce que c'est le fortement. plus jeune marqueur de l'histoire de France, du moins? L'ancien. Très bonne réponse. bravo. Très bonne réponse de Coraline. Pourquoi je vous en parle? Parce que Kamavinga, buteur avec l'équipe de France mercredi contre l'Ukraine, il a été le deuxième plus jeune buteur de l'équipe de France à 17 ans et 11 mois. Et Maurice Gastiger, c'était à 17 ans et 5 mois. Il a été détrôné, donc. Non, du tout, il est toujours. Il est toujours. J'avais pas. Kamavinga C'est devient le le plus jeune. deuxième. Ah, d'accord, voilà. Kamavinga devient le deuxième et j'ai regardé, c'était le 8 mars 1914 contre la Suisse. Il y a eu 2 partout et il a marqué donc à 17 ans et 5 mois. Il a marqué un seul but en équipe de France, c'est celui-là. Il a eu 3 sélections. Alors vous doutez bien qu'en 1914, juste après, il s'est passé quelque chose que tout le monde connaît où voilà, il a dû arrêter comme beaucoup de joueurs et il a joué après à Rennes entre 1921 et 1928. Je parle de ça juste pour vous parler de l'équipe de France. Bien sûr, 0-0 hier contre le Portugal. Il y a la Croatie, encore une fois, mercredi prochain. Comment vous avez trouvé les Bleus? Victoire 7-1 contre l'Ukraine mercredi et 0-0 hier contre les champions d'Europe. Lucas? J'ai trouvé que le Portugal était une équipe très solide, très forte. Finalement, je me suis dit en fait que j'avais pas réalisé à quel point ils avaient beaucoup de très bons joueurs. Après, ce ne sont pas forcément des joueurs avec lesquels je m'attendais à aller chercher du 0-0, mais en même temps, si le coach a dit que c'est ça qu'ils étaient allés chercher plus ou moins, c'est ce que j'ai compris, voilà, ils ont réussi et puis ils essaieront de chercher, de prendre la victoire face aux Bleus à domicile. C'est le 14 novembre prochain le match. Et les Français ont essayé et n'ont pas réussi. On a vu 2 des meilleures défenses du monde, carrément, je vais le dire, c'est 2 des meilleures défenses du monde hier, parce que j'avais l'impression, je vais tout vous dire Timothée, d'avoir vu vraiment une finale de l'Euro 2016, une finale de Coupe du Monde, très fermée, très technique. Oui. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, avec les joueurs des deux équipes, quand vous avez Mbappé d'un côté français et Cristiano Ronaldo, on se dit voilà, il va y avoir des fulgurances, etc. Mais moi j'ai été surpris par la qualité de la défense portugaise. On sait que Pepe a 37 ans. C'est rodé. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et Ruben Dias qui est à Manchester City, mais quand même un petit peu jeune. Mais là, ils ont bien muselé des deux côtés les attaquants. Donc c'était un match plaisant. Bon, le match de l'Ukraine, voilà, c'était un match d'entraînement, on va se dire. Je m'attendais à une plus grosse adversité avec l'Ukraine. Il y avait 14 très handicapés. Mais moi, ce qui m'a séduit sur ces deux matchs, c'est le système de jeu.
Ce 4-4-2 Je l'aime bien en losange, hein. Ouais, en losange. Ça dépend Ça, qui tu mets, quoi. ça permet d'avoir Griezmann un petit peu libre, mais voilà, on reparlera de Griezmann un peu plus Rabiot, tard parce que c'est un peu plus compliqué. Rabiot, c'est bof, mais voilà, moi, entre Kanté, Tolisso, Camavinga, Pogba, pour moi, il y a quelque chose à faire à ce milieu-là. C'est les latéraux qui montent bien, on a des latéraux performants, on a des joueurs qui se sont révélés. Kimpembe a été très bon hier, Lucas Digne a assuré aussi contre l'Ukraine. Et Donc deux Hernandez a bons été matchs, en tout cas. excellent. Hein. Hernandez a été très bon. Hernandez, Il y avait très même bon. et Pavard aussi. Hein. Oui, À Pavard, l'image d'un oui. retour sur Ronaldo, Ouais. absolument hallucinant. La défense de l'équipe de France, c'est deux joueurs du Bayern, un défenseur, un joueur du PSG, un joueur du Real. Le milieu de terrain, c'est Kanté, Rabiot, Pogba, faut se lever tôt quand même. Devant, sans commentaire. Ouais, Par vous avez contre, pas aimé moi j'ai Rabiot, été j'ai très l'impression, très déçu Lucas par Hernandez. Rabiot, moi. Non, Je comprends pas Non, mais pourquoi on quand le tu met vois un gamin encore. de 17 ans qui sait prendre, qui prend des risques, qui s'amuse, qui joue au foot et Rabiot, je l'aime bien, hein, j'ai rien contre lui, mais enfin, Mais- il prend zéro risque, quoi. C'est un Mais peu même Tolisso emmerdant. est meilleur qu'Adrien Rabiot Mais dans la conservation Tolisso, de. il prend des risques. Mais oui, oui. Non, Rabiot, il est excellent dans la conservation, mais une fois qu'il a sécurisé le truc, une petite passe latérale, rien du tout, il y a pas de. On a besoin que ça aille de l'avant. Ça manque un petit peu surtout dans un match comme ça, quoi. Hein. Camavinga, je l'aurais fait rentrer tôt. Croatie-France, ce sera mercredi pour le premier match retour de la Ligue des Nations. Les Bleus qui retrouveront le Portugal le mois prochain pour le match retour. Et en juin pour l'Euro 2020, un groupe avec l'Allemagne. Et ça commence à se rapprocher le quatrième adversaire. Il y aura le vainqueur du barrage entre l'Islande et la Hongrie. Je préfère l'Islande, pourquoi ? Parce que la Hongrie, on joue à Budapest pour la Hongrie. Oui. Donc ce serait jouer la Hongrie en Hongrie et l'Allemagne en Allemagne. Donc pourquoi pas jouer l'Islande en Hongrie, histoire de se faciliter, on va dire, une ambiance un peu plus zen, un peu plus saine. Voilà, là-bas, peut-être ce pas sera en juin. d'ambiance du tout. Et hein. voilà, oui, tout dépend aussi, bien évidemment, de Hongrie, l'évolution du coronavirus. Une dernière question, messieurs, pareil, toujours d'actualité. Si vous avez lu nos confrères du journal L'Équipe, vous allez vite répondre à cette question. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler de ça. Qui est Elsa Jacquemot. Elsa Jacquemot, oui. c'est la Je sais. vainqueur française du tournoi Roland Garros Junior Voilà. à 17 ans. C'est une bonne question, ça. Très bonne réponse aussi de Timothée Rouvière. C'est la première vainqueur du tournoi junior féminin depuis. Mladenovic 2009. Très bonne réponse. Un point, allez, je vous donne Ah, le quand point. C'est vrai, Ah je bah, sais c'est pas. mérité là quand même. hein. Je vous donne le point. Voilà, c'était juste pour parler. Oui, les Françaises ont quand même gagné. Mladenovic a gagné le double Voilà, pour la c'est ça. deuxième année de suite. Avec Timea Babos. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Juste, on a parlé de Rafael Nadal sur le coup de cœur et le coup de gueule. Malheureusement, ça veut rien dire, On va laisser un petit peu de côté. Un petit bilan. Je me rappelle, il y a une question d'un débat d'il y a 3 semaines. Est-ce qu'on va être dans l'indifférence ? Mais à culpa, pour moi, finalement, ça s'est très bien passé. On est d'accord avec ça. C'est un bon Roland Garros. C'est un Roland Garros qui s'est bien passé. Ça s'est vraiment Ouais. bien passé à partir de la fin de la première semaine. Oui. En fait, ce qui nous a manqué à ce Roland Garros, c'est l'ambiance des premiers tours, un petit peu électrique comme ça, quand tu as du français qui. Par exemple, Gaston sur Wawrinka, au bout de 4 heures de jeu, le stade était plein. Mais pour moi, le tournoi, il a commencé là, si tu veux. Oui. C'est quand Gaston a fait effectivement cette perf contre Wawrinka. C'est pour moi le premier gros match de la quinzaine. S'en est suivi un paquet de très très bons. Le Gaston Thiem, le team Schwartzmann qui était hallucinant. On est d'accord pour dire que c'est le meilleur du Ah oui. tournoi, le Ouais, team je Schwartzmann, pense en quart de aussi, ouais. finale. Ouais. Quart de finale. Je pense aussi que c'est le meilleur du C'est tournoi. le ouais. meilleur du tournoi. Donc ouais, il s'est passé des choses. Bon, évidemment, on regrette le public, on regrette un petit peu Tu devais y être à cette finale. la météo. On regrette surtout, et moi là je le dis, tu vois, j'aurais dû le dire en coup de gueule, que ça va passer payant. Ah oui, Oui, sur Amazon, aussi. la nuit, là, les sessions nuit, Les c'est sessions inadmissible. nuit. C'est À inadmissible. partir de 21h l'année prochaine. Et en exclusivité, c'est-à-dire que ce sera même pas sur France Voilà. Télévisions Voilà. qui a Donc historiquement, là, on est ou quand même même sur sur un Eurosport. changement majeur que j'avais vraiment pas vu venir. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Comme s'ils n'avaient pas assez de sous, je ne sais C'est pas. clair. Donc voilà, ça par contre, c'est pas bien du tout, hein, parce qu'on pourra pas voir le prochain Gaston Team ou Gaston. Ça risque de faire un flop Wawrinka, quoi. bah, Oui, il faudra je sais payer pas, sinon, non, mais. on va payer, on va le raquer problème, c'est parce qu'on qu'on- aime trop le Ouais. sport, mais enfin. Bah oui, mais c'est terrible comme ça. Timothée, vous êtes d'accord, c'était un bon tournoi de Roland Garros, que ce soit homme, que ce soit femme, avec Oui. une vainqueur de 19 ans, 19 ans, la vainqueur de Roland Garros dans la partie dans le simple femme. Un bon Roland Garros 2020, ça, on a limité la casse, on va dire, par rapport à ce qui devait avoir lieu au mois de juin dernier. C'est vrai que sur le papier, on s'est dit ça va être terrible ce Roland Garros. Moi, on le avait premier, parlé je veux dire, il y a 3 semaines en débat.
Moi j'ai eu peur quand j'ai vu les éliminations en flèche des Français. Là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on a eu cette grâce à Sportez-vous bien. et grâce à Sportez-vous bien et grâce à Hugo Gaston, on a eu cette éclaircie dans le ciel parisien, même si le temps n'était pas de la partie. Chez les filles, moi j'ai été surpris aussi. On a eu Clara Burel, on a eu Fiona Ferro qui ont fait des bons petits matchs. Caroline Garça, bon un petit peu déçue, mais Fiona Ferro, vraie promesse. Hein. oui, vraie Oui. promesse pour Fiona Ferro, et après une vainqueur toute jeune. Donc non, un bon tournoi. On espère que ce sera pareil l'année prochaine. On était parti Mieux, sur un mauvais tournoi de même. Roland Garros, on a fini sur un bon tournoi de Roland Garros. On va parler de Mediapro tout à l'heure pendant le débat, et là c'est totalement l'inverse, à tout de suite. Deep up in my feelings. Here I go again. We just keep on repeating. Here we go again. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. Locking eyes, we just touch. Feel our bodies drifting up. I don't know how to be around you. I'm just trying to lose myself. I know that I just can't trust you, but you know me like no one else. Stuck up in the middle, in between you and I. Maybe just a little bit to get me by. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. Locking eyes, we just touch. Feel our bodies drifting up. I don't know how to be around you. I'm just trying to lose myself. I know that I just can't trust you, but you know me like no one else. Dance. I don't know how to be around you. I'm just trying to lose myself. I know that I just can't trust you, but you know me like no one else. You know me like no one else. I don't know how to be. Sportez-vous bien. Le débat. Depuis la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il faut s'abonner à Mediapro pour regarder les rencontres. Le groupe espagnol a piqué les droits TV du football français à beIN Sport et Canal+, mais dans une crise énorme, ne payant pas le 6 octobre dernier le deuxième virement d'une hauteur de 172 millions d'euros à la Ligue de football professionnel. Mediapro met en grande difficulté l'équilibre économique de nos clubs français déjà fragilisés par le Covid-19. Messieurs, c'est bizarrement pas une question par oui ou par non, mais quel est l'avenir de nos championnats professionnels? J'entends par Ligue 1, Ligue 2. On est en grand danger, on est d'accord avec ça? Oui, on est en grand danger parce que, comme vous l'avez dit lors de la présentation, avec le Covid-19, c'est très compliqué. Il n'y a plus d'entrée en termes de billetterie. Les sponsors ne sont plus attirés. Il y a beaucoup de contrats de sponsoring qui sont terminés l'année dernière et qui n'ont pas été renouvelés. Et les clubs français, je pense d'abord aux petits clubs, mais même des clubs de Ligue 1. On pense à, par exemple, Saint-Etienne, on peut penser à Metz, voilà, des clubs comme ça qui n'ont pas une énorme stabilité financière. Si derrière, il n'y a pas de rentrée d'argent en termes de droits télé, ça même va vraiment Monaco être est fragile. Donc voilà, c'est pour même dire. Monaco Ah, est fragile. Ça va juste pas être possible en fait. Lucas Serdi, vous êtes d'accord avec ça?
Ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est une période compliquée. Après, je vois pas non plus tout en noir. Je pense qu'il y a quand même des leviers économiques à actionner pour s'en sortir. Il y a aussi un partenaire historique, qui est Canal+, qui aura peut-être envie de se positionner. Alors certes, ce sera moins cher que ce qu'on aurait pu espérer, mais bon, voilà. Et puis Mediapro, c'est pas non plus mort de chez mort, ça va se discuter. Il y a aussi la loi, qui est quand même du côté de la LFP et donc des clubs. L'histoire, ce qui va entrer en compte après, c'est les délais. Combien de temps ça va Par exemple, la LFP, je ne sais pas. La LFP devait virer l'argent au club le 17 octobre prochain. Et on sait très bien. Et ça, on sait que c'est mort. Mais par contre, la Ligue de football professionnel a demandé un prêt. Mais c'est le second prêt après les 224 millions d'euros garantis par l'État pendant le coronavirus. Je vais parler, on va juste tourner un petit peu. Il y a Vincent Labrune, qui est l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui vient d'arriver à la LFP. C'est un beau cadeau là, que lui fait Mediapro pour arriver à la tête de la Ligue de football professionnel. C'est un beau cadeau et je pense que Vincent Labrune, il doit mettre. Il a les épaules pour gérer ça ? Non, Vincent Labrune, c'est un président de club, c'est pas un gestionnaire. Je suis pas sûr qu'il ait fait. Je parle pas en connaissance de cause, mais qu'il ait fait des études pour travailler des trucs là-dedans. C'est un dossier très complexe. Moi, je pense qu'il doit mettre tout le monde autour de la table et tout simplement que chacun fasse un effort. On sait que c'est une situation compliquée économiquement parlant, mais si chacun défend son bout de gras de son côté et défend ses intérêts, on va pas y arriver. Et de toute façon, l'objectif c'est le même, c'est qu'en fait on continue à avoir du foot, que les gens continuent à puissent voir du foot à la télévision en ayant cet abonnement à 25 € et qu'il n'y ait pas chacun qui fasse son truc de son côté. En parlant de l'abonnement à 25 €, on parlait juste avant dans la question du jour avec les matchs de tennis payants. L'abonnement à 25 € pour la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions et l'Europa League. Mediapro voulait 3,5 millions d'abonnés. Selon RTL, nos confrères d'RTL, ils disent qu'il y en a 300 000. Selon nos confrères d'RMC, ils disent qu'il y en a 500 000. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, c'est pas énorme. Ils ont vu trop haut, que ce soit en termes d'abonnement, en termes d'abonnés, en termes de projection. Il y a quelque chose effectivement qui m'a vraiment échappé dans cette histoire, c'est que celui qui détenait pas mal de droits avant, c'était beIN Sport, et tout le monde le sait que depuis le début, beIN Sport France est en déficit largement, à perte. Et pourtant, il proposait un abonnement qui était à l'origine au moins aussi intéressant, si ce n'est plus, avec la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Serie A, la Liga, la Bundesliga. Plus la NBA, plus la Coupe d'Europe de rugby, et tout MLB, handball. Donc sur du lourd. Avec un truc qui coûtait à l'époque 14 €, enfin 9 €, après 11 et 14. Enfin bon, allez 10 balles. Et les gens n'y sont pas allés. Alors on aurait pu penser que c'était parce que c'était pas assez cher, mais même je pense au prix où veut mettre Mediapro aujourd'hui, s'ils avaient, même avec le nombre d'abonnés qu'ils avaient, ça aurait pas marché non plus. Enfin bref, vous me comprenez. De toute façon, c'était une entreprise qui semblait perdue d'avance. On pouvait se dire que les Français étaient peut-être prêts à payer davantage maintenant, qu'il y avait une forme d'habitude. On est moins fan de foot que les Espagnols, par exemple. Parce qu'ils disaient en Espagne ça marche, mais après, on est quand même moins passionné en France que les Espagnols pour le foot. On pouvait aussi, puis on n'a pas la même qualité de championnat. Oui, bien sûr. Aussi, c'est vrai. Les gens en France, on les connaît. Payer 25 balles pour voir des chèvres, c'est à peu près ça qu'on entend. Tu vas à la plaisance du Touche, il y a les chèvres. Ils voient l'herbe toujours plus verte ailleurs. Donc évidemment, ils préféreront les mettre limite pour regarder le championnat d'Angleterre. Mediapro a déjà eu des soucis en Espagne où ils ont tout perdu là-bas. Je crois qu'ils ont juste le droit de montrer les matchs dans les bars seulement. Je veux dire, même à la télé, ils n'ont plus le droit. Le président de Mediapro a des soucis juridiques. Et par contre, le problème, c'est qu'on ne peut même pas aller se plaindre. Pourquoi ? Parce que 53% de Mediapro, donc vous avez vite fait le calcul que la moitié de Mediapro appartient au Parti communiste chinois. Donc ça, c'est incroyable. Ça, c'est difficile d'aller se plaindre quand même au Parti communiste chinois. 1 milliard le nouveau contrat. On est d'accord pour dire, et je reprends entre les lignes vos propos, Lucas Serdi, que le 1 milliard, la Ligue 1 ne les vaut pas du tout. On va s'attendre à quoi là sur les prochains jours ? Est-ce que ça peut faire du bien aussi au football professionnel, ce qui est en train d'arriver, à notre football français ? C'est dangereux même. Non, c'est trop dangereux. Est-ce que ça peut faire, toute proportion gardée, un nice nas ? C'est-à-dire on touche le fond avec la sélection et après on devient vice-champion d'Europe, champion du monde ? Non. Est-ce que là on touche le fond, on va toucher le fond avec Mediapro, j'imagine, je le souhaite pas bien évidemment. Est-ce qu'on sur quel pied danser là ? Non, moi je pense que la situation est tellement critique économiquement parlant en fait, et les ressources et le potentiel du championnat de France est tellement faible
que si ça se casse la figure avec Mediapro, je pense que ça se casse vraiment la figure et on ne peut pas taper au fond et rebondir comme vous dites, comme on l'a pu faire avec Naïsna. C'est extrêmement compliqué économiquement parlant. Là, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est remettre tout le monde au milieu de la table et trouver une solution. Mais c'est vrai que l'abonnement est beaucoup trop cher et ils ont peut-être vu beaucoup trop grand. Maxime Brossard, pour C'est conclure. d'autant plus risqué que, comme le soulignait Timothée tout à l'heure, il y a des villes qui ont des bassins économiques qui ne sont pas forcément avantageux, notamment Saint-Étienne par exemple. Saint-Étienne, ou Metz, Lens, Guingamp, on parle souvent de Sochaux, voilà. mais c'est pareil, Guingamp. Donc au niveau du clubs comme ça, partenariat, quoi. déjà, ça joue des coudes, c'est assez difficile, c'est à l'euro près, et j'imagine que là, ils comptaient beaucoup sur cette enveloppe des droits TV. Si ça commence à partir comme ça, ça va être très dangereux, ou du moins ça va creuser encore plus le fossé et ça va faire un championnat encore plus déséquilibré. Et on suivra l'évolution La seule chose que Mediapro. ça peut amener de positif, c'est de mieux encadrer les appels d'offres Oui, quand, c'est ça. quand on Moins y gourmand. retournera, quoi. Hein. C'est ça. Et c'est par exemple ce qu'il y a le rugby, Canal+ a le rugby depuis quasiment toujours, j'ai envie de dire. Depuis toujours. Canal Ouais. existe, ils ont le rugby et le top 14, le top 16 avant. Voilà, on verra bien comment va évoluer la reprise de la Ligue 1. C'est vendredi avec par exemple Dijon-Rennes et Nîmes-PSG. On se retrouve dans moins de 10 secondes avec notre invité de la semaine. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est entraîneur de gymnastique, d'anneau plus précisément. Rodolphe Boucher est le coach de Samir Aït Saïd et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Rodolphe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. On connaît tous la gymnastique, mais il y a tellement de disciplines différentes. Pouvez-vous nous présenter très simplement, pour qu'on soit dans le thème, les anneaux? Qu'est-ce que les anneaux dans la gymnastique? Alors les anneaux, comme le nom l'indique, Oui. ce sont deux anneaux qui sont suspendus à un câble. Deux câbles et voilà, et donc c'est le seul agrès mobile de la gymnastique puisque les 5 autres agrès sont fixes. Ce Et sont donc, lesquels? C'est le seul agrès qui part dans tous les sens. Ce sont lesquels les Voilà. autres agrès, pour reprendre votre expression, Alors il le y a terme? le sol, le grand carré là où les gymnastes font des acrobaties, le cheval d'arçon avec un grand champion, Cyril Thomasson, qui est aussi sélectionné pour les Jeux, c'est le cheval avec les petits arçons dessus, les anneaux, donc le saut de cheval, enfin la plateforme de saut, sur lequel les gymnastes effectuent leur saut. On a un sélectionné olympique, Loris Frasca, qui sera aussi au prochain jeu. On a les barres parallèles, les deux barres qui sont, comme le nom l'indique, parallèles en hauteur. Et puis ensuite, on a la barre fixe qui est à 2,55 m de haut, autour de laquelle les gymnastes tournent. Est-ce que des lâchers de barre. Est-ce que les anneaux sont la discipline la plus difficile de la gymnastique ou pas du tout? Où il y a de la difficulté, j'imagine, ça c'est évident dans toutes les disciplines, mais est-ce qu'on peut parler de beaucoup plus difficile les anneaux ou pas? Alors les anneaux, particulièrement, c'est l'agrès le moins acrobatique, on va dire. Il y a moins d'acrobatie en l'air. Par contre, c'est l'agrès de prédilection de la force. Voilà. Sur un mouvement de gymnastique où il y a 10 éléments, 10 successions d'éléments pour faire un mouvement de compétition, on a entre 6 et 7 éléments de force pure, où là, seule la force des bras génère on va dire la force isométrique, le maintien en lévitation du gymnaste. Voilà, notamment la croix de fer, la fameuse croix de fer que tout le monde connaît. Voilà. Maxime Brossard, vous l'a fait facilement. Les autres agrès sont très acrobatiques. Les CrossFit, anneaux. j'avais essayé, ouais. Vous êtes l'entraîneur de Samir Aït Saïd depuis 2015. On imagine que le lien doit être particulier, peut-être encore plus particulier que des entraîneurs de sport collectif où il y a 30 joueurs. Est-ce qu'il y a une obligation de bien s'entendre au quotidien? Ça facilite les choses, on imagine. Oui, ça facilite les choses. Après, Samir, c'est un gymnaste qui a maintenant 30 ans. J'ai commencé à retravailler avec lui à 25 ans. Donc, c'est lui qui est venu, on va dire, me chercher pour la préparation des Jeux de Rio et puis des Jeux de Tokyo et de Paris. Donc, voilà, c'était un choix de sa part. Donc, il y avait quand même un certain nombre d'affinités, de choses en commun, d'idées communes. Un peu de folie aussi commune, puisqu'on est un petit peu fous tous les deux. Et donc, voilà, il a choisi... on se complète bien. Voilà. J'allais vous dire que... J'étais aussi rigoureux. Donc, voilà. J'allais vous dire que pour être coach, il ne faut pas être fou. C'est quand même assez terrible, vous êtes d'accord avec ça? Où on entraîne et puis par contre, au moment précis, au moment de la compétition, on ne peut plus rien faire. C'est quand même terrible, vous, à côté, j'imagine. Oui. Notre travail d'entraîneur, c'est un travail de préparateur. On les prépare à la compétition au moment où
l'athlète rentre dans l'arène, il est seul aux commandes. Nous, notre travail, c'est de l'amener justement dans cette autonomie, dans cette capacité à produire ce qu'il a à faire, sa performance, seul. Quand vous levez le bras, vous êtes en finale des Jeux ou des championnats du monde et qu'il y a 15 ou 20 000 personnes qui vous regardent, vous avez intérêt de vous sentir bien en confiance pour pouvoir faire les choses seul. Et ça, c'est le lot de toute athlète de haut niveau. Même un joueur de foot, quand il est face à son but et qu'il doit marquer un coup franc, voilà, il est seul, quoi, hein. Donc, nous, notre boulot, c'est de les entraîner, des fois de les pousser, des fois de les accompagner, des fois de leur faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire pour qu'ils atteignent leur niveau de performance, parce qu'il faut les sortir de leur zone de confort, il faut les entraîner, et entraîner, c'est fatiguer. Donc, c'est jamais agréable. On va dire que le plus gros de la préparation, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable pour arriver à un moment, le moment de la compétition, où là, c'est du plaisir, on montre ce que l'on a appris, ce que l'on a développé, et voilà, et c'est là le moment de plaisir. Et puis, le Graal, le plaisir, le summum du plaisir, c'est de monter sur le podium, et en essayant d'être le plus haut sur le podium et de regarder les autres d'en haut. C'est ça. Voilà. Ouais, il a été médaillé de bronze aux mondiaux, on va en parler tout à l'heure. Il y a un an jour pour jour d'ailleurs qu'il a été médaillé de bronze jour pour jour et même presque minute par minute. Ouais, voilà. Nous sommes. C'était à 19h30, donc il y a 20 minutes il y a un an. Ah oui, voilà, comme ça nous sommes dans. Voilà. Pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, vous êtes fous les deux. Il y a beaucoup de psychologie, on imagine, dans le sport. Il y a un pari fou, c'est d'être champion olympique. Malheureusement, Samir a perdu son papa il y a un peu plus d'un an maintenant. Il avait fait la promesse à son papa d'essayer d'être champion olympique, donc ce sera à Tokyo en 2021 pour les Jeux Olympiques 2020. Vous prenez ça comme une pression, comme une aide, vous en parlez avec lui au quotidien ou pas ? On en parle, c'est quelque chose qui c'est présent dans son esprit, c'est présent dans le mien aussi. Quand il est monté sur la 3e marche du podium au championnat du monde, la première pensée que j'ai eue, au-delà de la joie qu'on avait de faire cette médaille et d'avoir cette sélection olympique, c'était de penser à lui, parce que je savais pour qui il le faisait, pour lui, pour les autres, mais surtout et en priorité pour son père. Et moi, j'ai tout de suite pensé à la même chose, et on en a parlé juste après d'ailleurs, et je lui ai dit qu'il devait être très très fier de lui et qu'il était en route, et que j'étais très fier de pouvoir vivre ça avec lui aussi. Voilà. Il y a des bons moments comme les médailles, il y a des mauvais moments comme la perte par exemple de son papa, mais aussi, et je pense qu'on a toute cette image en tête, et pour pas mentir aux auditeurs, je vous ai appelé juste avant l'émission pour vous confirmer si c'était bien lui, c'est cette terrible fracture lors des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques de Rio, blessé à Londres quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Londres en 2012, blessé lors des Jeux Olympiques 2016, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, forcément j'imagine que ça doit travailler, c'est là le rôle de l'entraîneur aussi, de le préparer psychologiquement, parce que il y a eu 2 blessures, psychologiquement il y a eu 2 fractures justement par rapport aux Jeux Olympiques. Oui, une sur la jambe gauche, une sur la jambe droite. Il a que 2 jambes, donc il n'y aura pas d'autres fractures. Et là, ces 3e Jeux seront les bons. On pense pas à la blessure, c'est cette blessure aux Jeux de Rio, on en a beaucoup discuté, on a beaucoup débriefé dessus. Il s'en est remis, c'est évacué. Nous, quand on est en préparation, on regarde devant, on regarde les adversaires et le gap qu'il y a entre nous et eux. Et l'objectif, c'est de réduire, d'éliminer ce gap et de les dépasser. Donc on ne pense plus à ça. Et puis après, on apprend avec l'expérience. C'est vrai que quand je dis qu'on est un peu fou, lui aussi, il est un petit peu fou, et c'est ce qui fait aussi que c'est un champion. Il voulait des choses énormes, et cette idée à Rio d'aller chercher une finale au saut et une finale aux anneaux, alors qu'il était déjà sélectionné aux anneaux, c'était un pari un peu fou. Avec la sagesse, on apprend à aller chercher ce qui est saisissable pour nous. Et là, on se fixe un objectif, une cible, et puis on y va, quoi. Il s'est blessé 2 fois d'ailleurs pour Londres en 2012 et pour Rio en 2016. Oui, alors pour Londres c'était juste avant, et c'était les 2 fois au saut de cheval. Ouais. Donc bon, vu que pour 2020 il le fera pas, on imagine qu'il n'y aura pas de blessure, et bien évidemment c'est ce qu'on lui souhaite pas. Et par rapport à ces mauvaises nouvelles, il y a quand même une énorme fierté, j'imagine, pour vous le coach, bien évidemment pour Samir le sportif, cette médaille de bronze, vous en parlez, il y a un an jour pour jour, il y a presque minute par minute, voilà. Il y a la qualification dans le même temps pour ces fameux Jeux Olympiques. C'est dans ces moments-là où on oublie tout, en tant que coach aussi, où on a presque aussi un petit peu plus de... On pense aussi à la fédération peut-être, pour se dire, vous avez bien fait de me faire confiance. Il y a quand même une partie personnelle aussi, même pour le coach. Oui, bien sûr. Alors,
on repense à tout en fait, à tout le chemin parcouru, par où on est passé, d'où on est parti, par où on est passé, où on en est arrivé. Et là, on se rappelle de tous les gens qui étaient sur ce chemin et qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés, des fois qui nous ont malmenés. Et donc, on les remercie aussi. Avec ça, on a l'habitude de dire qu'on remercie aussi tous les gens qui n'ont pas cru en nous, parce qu'il y en a qui nous pensent pour des fous. Hein, mais bon, il faut un peu de folie pour être athlète de haut niveau et pour aller chercher des perfs internationales et puis de très haut niveau. Et donc, on repense à tout le monde, à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont eu des doutes. Et puis oui, il y a de la fierté de dire on y est. Voilà, première médaille mondiale, sélection olympique, et maintenant on va aller jouer. Et puis là, on n'y va pas que pour jouer, on y va pour gagner, quoi. Voilà. Il y a les Jeux Olympiques justement qui arrivent, qui ont été reportés pour un coach, pour un sportif. Le report change beaucoup. On imagine qu'il y a une préparation mentale, une préparation physique, bien entendu. Le fait de devoir remettre le bleu de chauffe, si vous permettez l'expression, on gère comment pour un coach de remotiver tout simplement finalement Samir, même si on imagine que jouer des Jeux Olympiques, bon, il est motivé, mais bien sûr qu'il est motivé. Alors après, on était monté dans la rampe de lancement de notre fusée pour Tokyo 2020, et puis on est redescendu du pas de tir, et puis on est reparti à la maison, et puis on a fait un petit deuil de ça, et on s'est dit eh bien on va profiter de ces 1 an de plus, et puis on va travailler encore plus, on va avoir de plus grandes ambitions, on va aller chercher encore plus loin dans les méthodes de développement, dans les difficultés, pour essayer de s'armer encore plus, pour être encore meilleur dans 1 an. Et c'est le lot de tous les athlètes qui sont contre nous. Tous ces concurrents vont faire exactement la même chose. Et donc, très, très vite, on s'est retourné vers l'avenir et on s'est dit, voilà, on va saisir cette opportunité pour vraiment être encore plus fort, être encore meilleur. Et l'avenir, en 30 secondes, Rodolphe, l'avenir, c'est décembre prochain en Turquie. Alors, les sélections n'ont pas été encore officielles. On imagine que Samir devrait participer à ces championnats d'Europe. Est déjà qualifié. Donc voilà. On peut parler de répétition générale en 20 secondes, si c'est possible. Oui, c'est une répétition générale. C'est-à-dire que le niveau européen aux anneaux est très, très haut. Il y a 6 athlètes qui sont en finale des Jeux Olympiques qui sont européens. Donc pour nous, c'est vraiment un beau galop d'essai, et de revenir avec cette médaille européenne là, au mois de décembre de Mersin, c'est vraiment un objectif fort pour montrer déjà qu'on est là et déjà mettre un pied sur le podium de Tokyo en 2021. Voilà. Merci beaucoup Rodolphe, on a essayé d'être complet, alors on ne l'a pas été sur la totalité parce qu'on pourrait faire plus de 2 heures d'émission pour parler de gymnastique, et on espère vous retrouver dans Sportez-vous bien très vite. Merci beaucoup Rodolphe. Eh bien, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci à Coraline, merci à vous messieurs. Nous on se retrouve lundi prochain avec encore une belle semaine de sport, de football, de rugby. À lundi prochain sur Sportez-vous bien.